Le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Ce soir, nous allons parler du journalisme, ce noble métier qui perd sa crédibilité à cause de certains comportements sur les réseaux sociaux. Pourtant, la responsabilité sociale exige du journaliste le respect des principes cardinaux du métier, dont l'éthique et la déontologie. N'est pas journaliste qui le veut. Cette vérité historique est-elle d'actualité aujourd'hui? Bourama Traoré nous en dira plus dans ce 20h. Opération Maliko, secteur 4, après un focus sur la préparation opérationnelle des éléments en attente d'engagement sur le terrain. Aujourd'hui, nous vous amènerons au poste de commandement opérationnel de la 6e région militaire à Sévaré, dans la région de Mopti. La zone est sur haute surveillance grâce à une patrouille d'envergure. Dans la chronique culture et société, nous nous intéressons à la chanson Gambari, tout autour une culture, une voix, une histoire et un message. Et nous recevons ce soir comme invité Youssouf Bathily, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Avec M. Bathily sera question de la situation de l'approvisionnement de notre pays en denrées de première nécessité. Bonsoir M. Bathily. Bonsoir Madame. Et merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. On vous revient. Juste le temps pour nous de passer cet élément. Bonsoir à tous et bienvenue donc dans la grande édition de ORTM 1. Arrivée d'une 60aine de camions guinéens en direction des lieux d'approvisionnement de notre pays, le corridor Mali-Guinée est bien fonctionnel grâce aux relations bilatérales entre les deux pays frères. Le point avec Nyanya Traoré et Gaussou Achtouri. L'approvisionnement correct et régulier de notre pays demeure primordial pour les autorités de la transition. Le ministère de l'Économie et des Finances s'y emploie activement à travers ses directions et services, notamment la Direction générale des douanes. Nous sommes dimanche, il est 9h. Le directeur général des douanes maliennes, accompagné de ses proches collaborateurs, est de sortie sur le terrain. Ça va bien? Bien, merci. Comment vous appelez? C'est Kamara Ahmad Safaï, le chauffeur. Vous êtes chauffeur? Oui, oui. De quelle nationalité? Guinéenne. Ah, merci la Guinée. Oui. Bonne arrivée. Merci bien. C'est très bien. Merci. Ah, monsieur Kondé. Oui. Alors? Du port de Conakry jusque-là, on a compris que la relation entre les deux douanes a beaucoup joué par rapport à la sortie des colis jusqu'à la frontière ici. Parce que par endroits, par là, on a passé dans des jours où les gens même nous ont applaudi. Parce que depuis cet événement, ils n'ont jamais vu un tel convoi de ce genre et puis exporté par une équipe de maintenance, d'hygiène, santé, tout et tout. Et à la frontière aussi, à Skouré Mali, et là aussi, la douane, franchement, ils ont tout facilité. Et ça n'a pas été compliqué. Amadou Konaté est venu constater de lui-même la matérialisation d'un souhait. Des camions à perte de vue. Nous sommes au poste de péage de Samanko 2 dans le cercle de Kati, région de Koulikoro. Tous ces camions nous viennent de la Guinée-Conakry, preuve de la robustesse des relations de partenariat et de solidarité entre nos deux pays frères. Pour le convoi, on a 28 camions plus les 4 pick-up que vous avez vus de côté là. Plus 7 camions, n'est-ce pas, qu'on appelle de ciment. Oui. Il y a d'autres camions de ciment qui sont derrière, que je n'ai pas pu décompter. En tout cas, il y en a plusieurs. Au-delà de ce qu'il vient de déclarer, parce que ça, c'est les marchandises que lui maîtrise. Nous, de par nos sources aussi, on a des informations précises sur en tout cas des convois importants par rapport au clinker qui doit approvisionner nos industries de ciment. Quand il y a de la volonté, tout est possible, dit-on. Voilà que le Mali et la Guinée font encore preuve de leur engagement historique. Cette opération se déroule quelques jours seulement après la tenue au Mali d'une rencontre bilatérale d'envergure entre les autorités douanières. La preuve est là, nous sommes en train d'aller très vite. Demander aux opérateurs économiques maliens d'avoir confiance à l'engagement des plus hautes autorités et d'avoir confiance aux deux douanes du Mali et de la Guinée. Nous sommes en train de mettre les bouchées doubles aujourd'hui pour que le basculement que nous sommes en train de souhaiter sur le port de Conakry puisse se faire dans les meilleures conditions. D'autres convois sont déjà en route, nous informent les convoyeurs guinéens. Objectif, que les Maliens sur l'ensemble du territoire national n'y ressentent aucune rupture.
La délégation a par ailleurs visité le chantier du futur immeuble qui abritera la Direction générale des douanes. Un léger retard constaté sur les travaux, mais assurance a été donnée de la remise très prochaine des clés. Monsieur Youssouf Bathily est notre invité du jour. Il est le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Comme je l'ai dit au début de cette édition, avec lui, il sera question de la situation de l'approvisionnement de notre pays en denrées de première nécessité. Alors, Monsieur Bathily, vous venez de voir ce reportage de Niania Alou Traoré. Le corridor Mali-Guinée est bien fonctionnel. La preuve, nous venons de voir l'arrivée d'une 60aine de camions. Alors, si on doit comparer le corridor Bamako-Conakry aux autres en termes de coûts et de facilité, c'est plus avantageux ou pas? Merci beaucoup, madame. Effectivement, je viens de voir le fruit de mission qui a été initié par les plus hautes autorités le 17 janvier dernier, conduite par son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, avec 5 ministres, et puis les différents présidents des chambres consulaires. Nous sommes allés en Guinée pour échanger avec les plus hautes autorités guinéennes, et puis les responsables de port pour voir dans quelle mesure on peut renforcer nos relations économiques et commerciales, parce qu'on avait demandé une grande partie de nos importateurs de dérouter les bâtons vers la Guinée et vers la Mauritanie. Donc ça commence à arriver. Il y a une forte convoi encore qui arrive, je vous informe, dans ces 2 jours. Les clinkers qui venaient de l'autre côté, qui a été basculé, en tout cas qui a été dérouté vers la Conakry, et ça commence à venir. Auparavant, avant bien cet événement, les gens fréquentaient cet corridor. Maintenant, tout récemment, on a demandé aux gens de doubler d'efforts pour enfin qu'on puisse basculer une grande partie de nos trafics vers Nouakchott et la Guinée. Alors, quelles sont les dispositions prises par les autorités des 2 pays, c'est-à-dire Mali-Guinée, pour les approvisionnements? Quelles sont les facilités qu'on vous accorde? Lors des missions que nous avons effectuées le 17 janvier dernier à Conakry, les 2 autorités avaient montré la volonté ferme de faciliter davantage par rapport au chargement des trafics maliens et puis la tracasserie qui existait entre sur ce corridor. Se sont engagés à faciliter, en tout cas à prioriser même des trafics maliens, afin qu'on puisse vraiment être servi en priorité par rapport aux autres marchandises qui arrivent à Conakry. Comme vous le savez, Conakry-Bamako, c'est le port le plus proche. Nous sommes à 900 km de Conakry, comparaison par rapport aux autres corridors. Donc je pense que ces autorités avaient pris cet engagement et nous venons de voir vraiment cet engagement d'être respecté. D'accord. Est-ce que vous pouvez rassurer également les Maliens qu'il n'y aura pas de rupture d'approvisionnement de stock? Pas plus tard qu'avant-hier, le vendredi, le ministre en charge de l'industrie et du commerce avait programmé une sortie pour aller voir les grands magasins qui détiennent les produits de première nécessité. Comme vous le savez, il y a un cadre d'échange qu'on appelle Conseil national du prix au niveau du ministère de l'industrie et du commerce qui s'était réuni en décembre dernier pour faire l'évaluation des stocks disponibles au Mali et les stocks qui étaient en cours d'être acheminés. Donc, c'est par rapport au mois de carême. Donc, ces dispositions étaient déjà prises. Avant-hier, le ministre a visité pas mal de magasins qui ont des produits disponibles qui permettent de nous amener très loin. Voilà, par rapport à même avec le mois de Ramadan. Même avec le mois de Ramadan. Déjà disponible sur le territoire national ici, les riz, les sucres, les farines, et puis l'huile alimentaire. Les produits disponibles ici nous permettent d'aller au-delà du mois de Ramadan. Inch'Allah. Vous avez un dernier appel? Dernier appel que moi-même ce soir je vais à Nouakchott. Le ministre en charge de l'industrie et du commerce m'a devancé hier. Encore c'est pour aller faire les mêmes exercices, voir les trafics qui sont déjà au port de Nouakchott. Il y a une grande partie qui est déjà arrivée là-bas pour prendre des dispositions pour qu'on puisse acheminer très rapidement ça à Bamako. Voir aussi avec des cimentiers qui sont à Nouakchott, comment on peut encore être approvisionné à partir de Nouakchott des ciments. Après Nouakchott, et puis il y a la Guinée aussi. Merci bien, Monsieur Youssouf Bathily. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Avec vous, il a été question de la situation de l'approvisionnement de notre pays en denrées de première nécessité. Merci bien.
Merci beaucoup, madame. Suite donc de ce journal, Journée mondiale de la radio, c'est ce 13 février. Pour l'occasion, le président de la Maison de la Presse appelle à plus de retenue, plus de bon sens. Au même moment, le représentant de la Haute Autorité de la Communication suggère un changement de statut de la radio pour que cette dernière devienne une entreprise de presse. Ce sont là quelques temps forts de la célébration de la 13e édition de la Journée mondiale de la radio, un événement célébré cette année sous le thème « La radio, la confiance ». On en parle avec Batra. La radio, c'est cet outil d'information, d'éducation et de divertissement qui a existé depuis des siècles. Malgré le pluralisme démocratique et les innovations au niveau des masses médias, la radio résiste et demeure incontournable. Chaque communauté, chaque ménage, voire chaque homme ou femme possède aujourd'hui son poste radio. Dans cette mouvance, il se pose une question de confiance. Confiance entre la radio et son public. C'est pourquoi l'unanimité est faite sous le thème « La radio, la confiance » pour cette 13e édition de la Journée mondiale de la radio. La radio est un outil de développement local. La radio est un outil d'aide à la prise de décision. Alors, le programme de la radio doit être un programme crédible. Et les hommes et femmes qui travaillent à la radio doivent être des personnes dignes de confiance en donnant une information vérifiée, indépendante, impartiale. L'appel que nous avons à lancer aux confrères, c'est de les appeler à plus de responsabilités. C'est un travail qui s'apprend. Des efforts sont en cours pour maintenir la confiance à la radio. Le représentant de la HAC suggère d'ailleurs un changement de statut de la radio. À la HAC, nous avons une conviction. La conviction, c'est qu'il faut que la radio passe du statut de l'organe de presse au statut d'entreprise de presse. Simplement parce que ce nouveau statut a premièrement l'avantage de professionnaliser ceux qui travaillent dans la radio, dans le domaine de l'information. Ça a l'avantage également de permettre aux gestionnaires, aux promoteurs de sécuriser ceux qu'il fait travailler. Et ça permet à la radio, disons, d'occuper toute sa place à l'intérieur du système de communication. Pour mieux informer les hommes des médias, 2 communications sous le thème du jour sont au programme de la journée. Auparavant, l'assistance a eu une pensée forte pour les hommes et femmes qui, en faisant leur travail, ont été faits prisonniers ou otages ces derniers temps. N'est pas journaliste qui le veut. Cette vérité historique est-elle d'actualité aujourd'hui? Bonne question lorsqu'on prend en compte la publication des informations non vérifiées et manipulées sur la situation du Mali. En première ligne de cette autre façon de faire le journalisme, les médias sociaux, des dérives qui font légion au moment où le pays est confronté à une crise profonde. Pourtant, la responsabilité sociale exige du journaliste le respect des principes cardinaux du métier, dont l'éthique et la déontologie. Mais quand tout publié devient la règle dans la profession, pas comme les autres, c'est l'intitulé du grand format de ce soir, signé Brahma Traoré et Abdraman Doka Traoré. Dans ces kiosques à journaux, la situation sécuritaire et politique du pays est à la une de l'actualité. C'est une habitude chez Lamine Touré, notaire, qui vient tous les jours pour s'imprégner de leur contenu et surtout se procurer quelques exemplaires. Ces passionnés de la lecture a le Mali dans le cœur. On ne doit pas publier tout. Et comme on le dit souvent, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et surtout si ça compromet l'union et si ça contribue à la démobilisation du peuple. Pour ne pas démobiliser le peuple, savoir lire entre les lignes devient un exercice circonstanciel et fondamental. Dans un contexte de crise multiforme, le professionnalisme doit acquérir une certaine saveur patriotique. Nous devons comprendre aujourd'hui que chacun de nous peut rester professionnel, peut rester droit dans l'exercice de sa profession, mais en défendant le pays contre les agressions extérieures. Le Mali, qui fait l'objet de tirs croisés, se bat pour réaffirmer sa souveraineté et son indépendance. Dans ces combats, la plume et le micro peuvent être une arme efficace. En réponse à ces agressions, sans pour autant remettre en cause l'indépendance des médias, l'impartialité des médias, nous devons trouver des méthodes appropriées qui permettent effectivement de sauver notre pays. Sauver le Mali mobilise aujourd'hui toutes les énergies. Une mobilisation générale pour un souci majeur, la quête de sécurité et de stabilité. Une préoccupation qui doit également se sentir au bout du stylo. Tout média malien aujourd'hui forcément a en tête la lutte contre l'insécurité, la consolidation de la tolérance,
pour le vivre ensemble harmonieux comme c'était avant. Donc la ligne éditoriale doit être soucieuse où que l'on travaille de ses fondements. L'homme est le fruit de son milieu selon les philosophes. En tant qu'une partie intégrante de la société, le journaliste se doit d'assumer pleinement sa responsabilité sociale. La presse doit faire bloc autour de la cause nationale. Cela ne signifie pas que la presse ne doit pas dire la vérité, que la presse ne doit pas être libre. Non, la presse peut toujours continuer à faire son travail, mais dans le respect strict de la déontologie, ça c'est un. Et puis faire en sorte qu'elle puisse jouer ce rôle d'avant-garde pour contrer la désinformation. Donc c'est extrêmement important que la presse malienne sache d'abord qu'elle est aujourd'hui une actrice de cette crise. Le contexte nous oblige également le journaliste à pratiquement se surpasser, parce que c'est un contexte qu'on n'a jamais affronté. C'est une réalité qu'il faut approcher avec beaucoup de modestie et refuser, disons, les idées toutes faites qu'on fait. Et il y a aussi beaucoup de courage, parce qu'effectivement, vous voyez en face de vous des acteurs qui se servent parfois pas des médias, mais des moyens électroniques de diffusion pour, disons, prendre des positions très dangereuses ou adopter des attitudes très nocives à la paix sociale et à l'entente nationale. Dans ce contexte de crise, quand tout dire ou tout écrire devient la norme, les professionnels s'inquiètent, à l'image des médias sociaux, devenus la sève nourricière des assoiffés de l'information. Il y a des informations, même si ces informations sont vraies, c'est vérifié, mais si sa publication, sa diffusion peut contribuer à nuire la cohésion sociale, peut contribuer à la déstabilisation du pays, moi je pense que les professionnels doivent mettre une telle information à côté. Une situation particulière, un traitement particulier de l'information, en d'autres termes, assumer son devoir d'informer et rester sous la ligne de défense de la patrie. Le journaliste ne va pas faire la politique à la place des politiciens, mais c'est vrai que quand la nation est sous les feux conjugués, le journaliste, il vit dans cet environnement. Il ne peut pas s'en détacher. Il est comptable des défenses de la cause populaire, publique. Lorsque on dit le Mali par-dessus tout, c'est une phrase qu'il ne faut pas répéter comme un slogan. C'est une phrase qui nous oblige à examiner avec beaucoup de gravité et avec beaucoup de profondeur, chacun à son niveau, ce qu'il peut faire. Je crois qu'ils doivent rester fidèles à ce qu'ils ont toujours eu comme principes cardinaux dans l'exercice du métier. Parmi ces principes cardinaux, le respect de l'éthique et de la déontologie de la profession. Mais aujourd'hui, faut-il changer ou adapter la ligne éditoriale ou rédactionnelle à la situation nationale? Nous sommes maliens avant d'être journalistes. Si vous constatez que votre pays se trouve dans certaines situations, la ligne éditoriale n'est pas forcément un verset coranique ni biblique. Et cette ligne éditoriale peut être adaptée au contexte de la situation dans le sens de l'apaisement. On n'est pas obligé de changer la ligne rédactionnelle ou la ligne éditoriale, mais à chaque grand événement, on doit réagir. C'est pourquoi elle doit faire en sorte que, tout en gardant sa liberté de ton, sa liberté d'opinion, de faire ce combat qui est un combat commun pour la cause nationale. Dans un pays en crise, la bonne information est un allié sûr pour déconstruire certains discours plus ou moins distants de la réalité. En première ligne du combat, les hommes de plume et du micro pour contrer la déferlante machine de manipulation. Bonne fête à tous les hommes de radio. Opération Maliko secteur 4. Après un focus sur la préparation opérationnelle des éléments en attente d'engagement sur le terrain que vous avez certainement suivi sur nos antennes, aujourd'hui nous vous amenons au poste de commandement opérationnel de la 6e région militaire à Sévaré dans la région de Mopti. La zone est sous haute surveillance grâce à une patrouille d'envergure entreprise par le chef d'état-major de la 6e région militaire. Nos envoyés spéciaux, Ousmane Diakité et Alou Bekone, ont assisté au PC opérationnel de Sévaré, le déroulement d'un briefing opérationnel sur le secteur 4 de l'opération Maliko. Suivant. Le chef d'état-major de la 6e région militaire, entouré de son état-major, observe tous les mouvements des troupes engagées au combat contre les terroristes. Cela se passe depuis les postes de commandement opérationnel. Après le ravitaillement des Kouakourou, l'unité
porté à amorcer des mouvements retour sur Djenné. Il s'agit de faire le point des unités sur le terrain et surtout parler des actions que ces unités sont en train de mener, c'est-à-dire pour permettre un suivi permanent des actions, des missions sur le terrain. Donc en vue de prendre d'autres décisions pour mener à bien les missions qui nous ont été confiées. Dans le contexte de la contre-offensive des forces armées maliennes, les présumés terroristes sont désormais tenus par la gorge. Une vaste opération de patrouille, de sécurisation des personnes et des biens est lancée. On peut dire qu'il y a le Katibat du Massina qui opère entre le secteur 4 et le secteur 5, donc le centre. Nous avons le Djinim et l'EGS qui sont dans le secteur de Gao. Et c'est des éléments qui opèrent aussi sur la ligne frontalière entre le Mali et le Burkina Faso, sinon la zone des 3 frontières, avec le maillage que nous sommes en train de faire maintenant pour pouvoir contrôler ces zones. Bien vrai que ces éléments sont mobiles, très mobiles, nous avons un suivi permanent de ces mouvements aussi. Pour plus de résultats à cette opération, un dispositif conséquent est à pied d'œuvre. Dans la zone de défense numéro 6, à plus de 600 km de Bamako, les groupes armés terroristes sont mis en déroute par les FAMA. Ils ont désormais un dispositif désorganisé pour faire face à la puissance des frappes de nos forces armées. Actuellement, les populations vaguent aisément à leurs préoccupations sur le terrain et surtout les opérations offensives que nous sommes en train de mener ont porté fruit. Comme vous le savez, Marebougou a été un point important pour nous tous et actuellement vous avez vu les impacts sur le terrain. Ici, ce sont ces officiers expérimentés issus des grandes écoles de guerre qui planifient et coordonnent des opérations depuis les PCO opérationnels à Sévaré. Sur le terrain, leurs hommes déterminés vont directement à l'assaut des dernières bastions des forces du mal. Et comme pour paraphraser le Premier ministre, les forces armées maliennes sont en train de terroriser les terroristes dans les centres du Mali. Aussi, les forces armées maliennes poursuivent leur ratissage dans le secteur 8 dans le cadre de l'opération Kélétigui dans les régions de Sikasso et Koutiala. Les femmes ont libéré plusieurs localités qui étaient occupées par les terroristes et les populations ont repris leur activité quotidienne. Envoyés spéciaux Al-Jumatina, Sidiki Balo et Kodjougou Samaki. La zone de défense numéro 8 de l'opération Kélétigui est sous les ordres du colonel Mohamed Draman Sidibé. Commandant du groupement tactique interarmes de GTA, le colonel Sidibé et ses troupes ont comme zone d'évolution les régions de Sikasso et de Koutiala. Dans ces régions, plusieurs localités étaient sous l'emprise des forces du mal. Il était ainsi nécessaire pour les forces armées maliennes d'anéantir l'ennemi là où il a élu domicile. Par rapport à la fouille pédestre que nous avons eu à faire au niveau de la colline de Tandjo, nous avons pris notre temps pour fouiller ces collines parce que la présence de l'ennemi nous avait été signalée. C'est lors de ces fouilles qu'on a eu à découvrir 4 véhicules, ensuite des bases ennemies. Nous avons trouvé beaucoup de matériel qui rentre dans la fabrication des engins explosifs improvisés. Donc cela est aux actifs du GTA2. Nous constatons vraiment que la population adhère par rapport à notre présence, puisque c'est elle qui nous fournit l'essentiel du renseignement sur place. Donc, elle œuvre vraiment pour nous aider dans notre mission et ça, c'est vraiment salutaire. Désormais, dans plusieurs localités du secteur 8, les groupes terroristes ont cédé le terrain. L'horizon commence à s'éclaircir et les populations locales renouent avec leur activité traditionnelle. Avec cette opération Kélétigui, tout le village commence à retrouver le sommeil et la quiétude. Je profite de l'occasion pour exprimer notre sentiment de joie et de fierté, surtout au micro de l'URTM, par rapport à ce que les militaires sont en train de faire dans ma localité. Avec la présence des femmes, nous n'avons aucune crainte désormais de faire notre travail. Nous sommes contents par la même occasion. Nous accompagnons nos forces armées en termes de renseignement. Maintenant, nous sommes rassurés puisque nous voyons autour de nous l'engagement et la détermination de nos forces armées pour amener la stabilité. Nous encourageons nos femmes à maintenir cette dynamique. Nous sommes très contents du travail abattu par nos femmes. Leur engagement a permis aujourd'hui, ici à Kananga, de renouer avec la stabilité. Nous remercions aussi les autorités de la transition, notamment le président de la transition.
L'arrivée des forces armées maliennes est vraiment salutaire. Nous ne pouvons que faire des bénédictions à nos militaires pour la réussite de leur mission. Puis nous saluons le chef de l'État pour sa clairvoyance à sécuriser le pays. Karanganda est composé de 10 écoles du premier cycle et 5 écoles du second cycle. Depuis l'arrivée des FAMA, vraiment le cours continue normalement. Cela a été le souhait de la population. La population même encourage et puis ils viennent même rendre visite souvent aux FAMA, les encourager même dans leurs nobles tâches. Le retour des enfants à l'école, à Denderessou ou encore à Karangana symbolise cette quiétude retrouvée dans certaines zones où vivaient les terroristes. Le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social vient d'inaugurer l'université islamique Saïd Al-Husseini. L'université est située à Ouagadougou-Sikoro, dans le cercle de Kati, fruit de la coopération ONG Al-Farouk et les pays arabes. Le reportage de Boubacar Kanouté. 12 salles de classe, une bibliothèque, un forage et une mosquée. Cette infrastructure ainsi inaugurée s'appelle désormais Université islamique Saïd Al-Hussein. Elle a pour capacité d'accueil de 200 étudiants. Le coût total de la réalisation s'élève à plus de 300 millions de nos francs CFA. Nous remercions aujourd'hui le Tout-Puissant pour la réalisation de cette grande université. Elle est un cadre idéal pour la formation de nos enfants. En dehors de cette école, nous avons d'autres initiatives pour le bien-être de la population. Je remercie nos partenaires pour ce geste historique. Le ministre a salué les partenaires qui se sont impliqués pour la concrétisation de cette infrastructure. Ma présence ici, la reconnaissance de l'État malien à l'endroit de tous ces pays frères qui ont toujours soutenu notre chère patrie sans condition. Qui a construit une case qui doit servir de lieu d'apprentissage, surtout du Coran, n'a pas vécu inutilement. En plus forte raison, une université. Qu'Allah le mette dans vos barakas, Inch'Allah. L'université islamique Saïd Al-Hussein de Ouagadougou-Sikoro démarre avec la théologie et les sciences. Le porte-parole de la délégation, satisfait, a promis d'étendre ce geste à d'autres localités du Mali. Bourse céréalière organisée par la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou. Ce rendez-vous qui a réuni plus de 38 producteurs et transformateurs a pu faire un chiffre d'affaires de 60 millions de francs CFA et à Tondina. Au terme des 2 jours de rencontres et d'échanges commerciaux entre acteurs producteurs et transformateurs des produits agroalimentaires à Tombouctou, la foire agricole a été une réussite selon les participants. Initiée par Feed Future Mali Sougou-Yirwa, la bourse régionale céréalière, une première dans la région, a enregistré la participation de 38 producteurs de la région pour un chiffre d'affaires de plus de 60 millions de francs CFA. 6 contrats signés pour un montant de 59 millions et 615 850 francs de francs CFA en vente de produits. En termes, les offres de vente s'élèvent à 32 000 tonnes de céréales, toutes commodités. Et les offres d'achat à près de 1242 tonnes. Nous sommes très satisfaits de la bourse. Dorénavant, il faut pérenniser des rencontres comme ça. Parce que comme ça, les femmes vont se connaître et il y a beaucoup d'échanges. Cette expérience de la plateforme multi-acteurs présidée par le Conseil régional a brillé par la diversification des produits exposés. Entre autres, le riz, le mil, le maïs, le blé, le fonio, le sésame, pour ne citer que cela. On demande aux autorités de nous aider et les aider à les accompagner dans ce système qui sont en train d'évoluer dans notre intérêt pour que nous puissions se nourrir nous-mêmes et pouvoir consommer les produits qu'on est en train de produire. Nous nous engageons à mobiliser les ressources nécessaires pour la participation effective de la région à l'édition de la bourse nationale des céréales devant se tenir dans quelques jours à Ségou. À l'issue de la rencontre, les participants ont demandé la pérennisation d'un tel événement qui constitue une opportunité pour les producteurs d'écouler leurs stocks et assurer la sécurité alimentaire dans la région. Le gouverneur de la région de Bougouni a rencontré la société civile, la chefferie et l'administration. Les échanges ont porté sur la construction du siège de la chefferie. Jafar Aïdara et Djibril Bagayoko.
Cette rencontre est le couronnement d'une réflexion bien mûrie afin de construire le siège de la chefferie du Banumonoché. Au cours de cette rencontre, l'architecte désigné pour la réalisation de ce joyau a montré le plan de construction à l'ensemble des participants qui ont fait des propositions pour améliorer le dit plan du vestibule qui verra le jour dans quelques mois. Au nom de toute la population du Banumonoché et de tous les notables de la région de Bougouni, le gouverneur nous donne l'occasion de rehausser l'image de ce vestibule à la hauteur de notre dignité. Je suis vraiment très fier. Et je souhaite que la paix et la cohésion reviennent dans le Mali. Au cours de cette rencontre, les participants ont lancé un appel à toutes les filles et fils de la région de Bougouni de s'investir pour la réalisation de ce projet. Aujourd'hui, on a lancé les travaux à travers d'abord l'adoption de ces plans 3D. Dans la même veine que son excellence, le président de la transition, j'ai renoncé et j'ai remis de façon solennelle ma prime de fonction de gouverneur de Bougouni et de l'exercice d'une année. Et automatiquement, le geste a été suivi. Et aujourd'hui, nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider à reconstruire la chefferie. Et nous espérons que les travaux vont finir le 11 novembre, date anniversaire de la chefferie en République du Mali. À rappeler que ce joyau sera construit sur fonds propres de la population de la région qui s'est engagée auprès du gouverneur de la région. Le festival Dibi revient encore cette année avec plus de perspectives et d'innovation. Les organisateurs étaient face à la presse pour donner les détails sur cette 7e édition. Awama Kamara. La 7e édition du festival de Dibi aura lieu du 15 au 20 février 2021. Échanges, dégustations, découvertes sont au menu de ce rendez-vous gastronomique. Cette édition est le lieu de monter un visage positif du Mali malgré la situation qu'il traverse. Cette 7e édition est placée sous le thème de la résilience et de la créativité. Donc résilience parce que tout le monde sait ce que nous traversons. Nous avons quand même tenu à le faire parce que on s'est dit que faut montrer l'image en fait. Pour dire que malgré tout, on est là, on tient, on va aller jusqu'au bout, on pourra faire quelque chose de beau. En plus de la valorisation du savoir-faire entre chefs cuisiniers, restaurateurs, dibitiers et entre autres, un programme soft attend les visiteurs. Nous avons intégré un volet, un salon de l'agroalimentaire pour faire un lien entre la terre et l'assiette et que tout ce qui sera consommé sur le site, que tout le monde sache comment c'est élevé, comment c'est produit en termes de pisciculture, en termes d'élevage, en termes d'agriculture et en termes de produits transformés. Et aussi mettre en avant les jeunes entrepreneurs qui sont dans l'agro-business, dans l'agri-business aussi. 150 exposants seront donc de la partie en plus des panélistes et feront découvrir des plats traditionnels. On a voulu faire rajouter quand même un espace pour valoriser les mets traditionnels africains. Donc tous les midis, à partir de 11h déjà sur le site, vous aurez tout, que ce soit du wijila, du fakwe, du bachi, en passant par la nourriture ivoirienne, foutou, plakali. Il y aura vraiment un large choix. Tout le monde pourra manger à sa faim et à des prix vraiment défiant toute concurrence. Donc ça sera l'espace pause en fait du midi. Le show des grillades aura lieu sur la place du Cinquantenaire. Beaucoup de dispositions sont prises pour une bonne organisation au dire des organisateurs. Gambari, c'est une culture, une voix, une histoire, un message. Gambari est l'expression d'une chanson, d'un homme, d'une communauté et de ses valeurs. Nous allons vous faire revisiter ce tube musical de l'orchestre du Kanaga de Mopti avec le regard de Djadjira Massango, professeur de critique littéraire et artistique, Alpha Maïga et Makandiakité. Gambari. Sous la parole envoûtante de Griot, il est devenu un hymne populaire fredonné dans tout le pays. Là, on savoure bien le parler chanté. Il s'agit en clair de la maîtrise d'un récit à l'humour féroce, par cet instrument de guitare qui porte son nom, Gambari. Gambari est un mot soninké. Un mot soninké, et les soninké désignent la guitare traditionnelle de chez nous par le mot Gambari. Donc Gambari, c'est la guitare. Ici, qu'on joue ce son, ça veut dire le son ou l'hymne ou la guitare de Hamadou Hamadoun Allah Hassana. Yaranangore di Hampare.
Des Soninké juste dans la région de Mopti et pour cause. Tout simplement pour dire, c'est le brassage des cultures, c'est la rencontre des civilisations. Mopti, le rassemblement avec l'ambiance des commerces Soninké. Là, des ports de Pinas, des marchés chatoyants où cohabitent Bozo Dogon, Bambara Peul, Sarakole Mort. Et c'est là toute une histoire de Gambari dans la contrée de Mopti. Un jeune Diawando qui s'appelle Hamadoun Ali Hassana Yaranangore. C'est un jeune très célèbre. Et c'est des choses qui ne pardonnent pas dans le milieu Diawando. Il faut à tous les coups qu'on te mette à l'épreuve. Mais Hamadoun Ali Hassana, tout ce qu'on dit contre lui, tout ce qu'on fait contre lui se transforme en avantage. Sur la question, il y a deux versions. Mais les deux versions, toutes les deux célèbrent Hampare. Avant le développement du transport, les Diawando qui avaient déjà pris route sur Ghana, ils viennent une fois par saison à l'occasion de la fête. Ils venaient par des camions et puis ça vient une fois par an. C'est à la veille de la fête. Une version dit que cette fois, on a comploté contre lui pour dire que cette année, Hamadi ne fêtera pas au village. Quelques heures avant le départ, on lui a dit, Hampare, comme tu es très dynamique, va nous chercher de la cola qu'on va distribuer aux gens quand ils viendront nous saluer. Et quand il est revenu, il a trouvé que le camion est parti. Or, si le camion part, c'est à l'an prochain. Il se trouve qu'à ce moment-là, il a un ami blanc. Il lui a expliqué son problème. Je te mets dans l'avion. Hampare est arrivé le matin, le camion est arrivé l'après-midi vers 18h et on est en train de célébrer son absence quand ils ont appris que Hampare est là. Et dans la chanson, on dit 1h Ghana, 2h Sévaré. À 1h de la journée, il était au Ghana. À 14h, à 2h, il était à Sévaré. En fait, cette fois-ci, il venait pour assister au mariage de son ami Hamad Baye Samba. Donc il devait aller au Massina à Tenenkou pour assister à ce mariage. Donc on a quitté 14h à Mopti en pirogue. À l'aube, ils étaient à Diafarabe. Quand ils sont arrivés à Diafarabe, il faisait froid. Hampare a demandé à la personne où est-ce qu'on peut trouver à manger. Il a dit, regarde, là où tu vois la lumière là, il y a une femme bozo qui tient un restaurant ici. Hampare a demandé à tout le monde d'aller au restaurant et tout le monde s'est servi sur les plats les plus chers qui faisaient à l'époque 35 francs. 35 francs. Tout le monde a mangé et chacun a mangé à sa faim. Hampare avait une amie dans le lot. C'est elle qui s'est levée pour dire, regardez ce que Hampare lui seul a fait. Une seule personne qui nourrit tout le monde. Emre a dit à Oumou, attends. Il est allé chercher sa guitare et il a joué Ngalle Djeweno Hammari Yarata. C'est ça le rythme de Gambari. Et le message, c'est quoi? Voilà le message à suivre la semaine prochaine. Sport à présent et merci Siragatou de nous avoir regagné sur ce plateau. Et voilà, donc on va aller avec les Aigles du Mali qui ne joueront pas la Coupe du Monde de basket 2022 en Australie malheureusement. Tout à fait, Hadiatou Kone, bonsoir. Alors les vice-championnes d'Afrique ont chuté 69-73 devant le Nigeria, champion en titre. C'est la troisième défaite des Aigles dames dans ce groupe B des qualifications à la Coupe du Monde Australie 2022. Elles avaient déjà courbé les Chines face à la France 66-76 et à la Chine 64-84. C'est le Nigeria qui représentera le continent africain à la Coupe du Monde de basket féminine du 22 septembre au 1er octobre 2022. Voilà, les barrages de la Coupe du Monde de football s'annoncent à grands pas. La Tunisie, adversaire du Mali en mars, se prépare activement. Oui, le match aller aura lieu, notez-le bien, le 24 mars, ici à Bamako, au stade du 26 mars, au parfum de revanche, après le duel de la CAN au Cameroun. Victoire au passage des Aigles du Mali, 1-0. La Fédération tunisienne de football a tout de suite confié les rênes de la sélection à Jalal Kadri, épaulé par deux anciens internationaux vainqueurs de la CAN 2004 à domicile. Il s'agit d'Ali Boumnigel et de Selim Benachour. Le préparateur physique est Ayman El Jedidi.
appelé à la rescousse au chevet des Aigles de Carthage de la Tunisie. Et le Burkina Faso s'est séparé de son sélectionneur national, Gambou Malo, en fin de contrat. Dans un communiqué officiel en date du 12 février 2022, la Fédération burkinabé de football a notifié au sélectionneur des étalons Kamou Malou la non-reconduction de son contrat expirant le 28 février, donc dans 16 jours. Présent sur le banc des étalons lors de la CAN au Cameroun, Kamou Malo a amené le Burkina Faso jusqu'en demi-finale. L'équipe perd dans la foulée le match de classement face au Cameroun. Officier de police, Kamou Malo a pris la tête de la sélection en 2019. L'aventure s'arrête donc 3 ans plus tard. Et c'est tout pour ce soir. C'est qu'il fallait. Merci bien, Sragatou. À présent, le point Covid-19 du jour. Les services de santé ont enregistré 6 cas positifs sur 900 tests réalisés. 826 patients guéris et 0 décès et 1136 patients sont sous traitement. Page noire de cette édition, décédé hier, Fousseini Diallo, ancien speaker en langue nationale kassoungé à la radio nationale, repose désormais au cimetière de Sabali-Bougou. Il a été accompagné à sa dernière demeure ce dimanche après-midi par collaborateurs, amis et parents. Le reportage de Salom Konaté. Vivre, c'est souvent se quitter comme on le dit. Fousseini Diallo, ancien speaker en langue nationale kassougé à la radio nationale, a répondu à l'appel du Tout-Puissant ce samedi. Le natif de Sero dans le cercle de Caille a été arraché à notre affection des suites d'une courte maladie. Fousseini n'a pas d'ennemi, il n'a pas de concurrent. Tout le monde est son cousin, tout le monde est son petit-fils. Il farce avec tout le monde. Même quand tu es fâché, une fois que Fousseini te voit, tu vas rire. Donc je demande à tout un chacun de l'excuser. Ce n'est pas parce que j'ai pris le même sein que lui, mais il est exceptionnel. Après une longue carrière dans l'enseignement à l'école normale secondaire de Balabougou Nsek, Fousseini Diallo atterrit à l'ex-Denafla pour apprendre et pratiquer sa passion qui n'est d'autre que la langue nationale kassoki. Une passion qui l'a conduit à l'ORTM en 2006 comme speaker en langue nationale kassoki. Je retiens du défunt un homme très humble, un homme sociable, un homme très facile à vivre. C'était un travailleur, c'est quelqu'un qui connaissait les langues, qui aimait les langues, qui chérissait les langues. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup donné pour l'ORTM, pour la langue kassoki, pour sa communauté. Donc c'est vraiment une grosse perte pour nous. Nous avons le cœur très serré aujourd'hui. Fousseini, c'était un homme incommensurable, un homme de toutes les dimensions, un homme bon comme le père, avec le cœur sur la main, toujours prêt à aider les semblables, toujours prêt à aider les parents. Parents, amis et collaborateurs l'ont accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Sabali-Bougou-Kourani. Fousseini laisse derrière lui une veuve, 3 enfants et de nombreux parents inconsolables. Dors en paix, doyen. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain commence une autre semaine et je passe le relais à Haoui Touré pour la grande édition. Bonne fin de soirée à tous.